Cam4.fr, le plus grand site de webcam live réservé aux adultes. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Bonjour à tous, nous sommes ensemble durant ces 2 heures sur Sud Radio. Ces derniers temps, sans doute parce qu'on évoque beaucoup le nouveau programme d'éducation à l'affectif et à la sexualité, on parle des méfaits de la pornographie sur notre sexualité. Alors loin de moi de l'idée de dire qu'elle n'influence absolument pas notre sexualité, mais il me semble important de cesser de la juger coupable de tous nos maux. Vous savez, c'est un peu comme si on accusait les films violents de toute la violence qui existe dans la société. Philippe Breneau est avec nous, c'est notre invité avec qui on va évoquer tout ça pendant ces 2 heures. On va surtout peut-être d'abord évoquer la construction de la sexualité chez l'humain et puis on verra l'importance qu'a la pornographie sur la sexualité des Français aujourd'hui. Alors bien sûr, il est évident qu'il faut lutter contre les sites qui ne respectent pas ces nouvelles lois qui vont dans le bon sens puisqu'elles régulent les sites de manière à ce que les enfants n'aient plus accès à ces images, donc ça c'est très bien, mais ça c'est pas non plus notre sujet du jour. On va parler entre adultes et on essaye de comprendre en quoi visionner du porno peut changer notre vision de la sexualité, et je vous invite évidemment à témoigner au 0826 300 300. Philippe Breneau, merci d'être avec nous, bonjour. Et bonjour Brigitte, avec une voix un peu difficile parce qu'il faisait très froid à Paris hier et je l'avais complètement perdu. Ça peut aller, avec un micro ça va. Ça va très bien, vous inquiétez pas. De toute façon, ce qui est important, c'est ce que vous allez nous dire. Alors, vous êtes psychiatre, anthropologue, sexologue. Vous avez surtout écrit beaucoup de livres sur la sexualité, sur les hommes, sur les femmes, sur l'amour aussi, hein, notamment Pourquoi c'est si compliqué l'amour, un très joli livre. Et puis, vous êtes l'auteur, avec une dessinatrice, de cette incroyable histoire du sexe en bande dessinée, hein, qui est un succès complètement fou, hein, aux éditions à Rennes. Récemment, vous avez écrit Éloge de la masturbation. Enfin bref, vous êtes comme moi tombé tout petit dans le chaudron du sexe. Ça vous passionne, ça vous intéresse. Mais surtout, et je vous en remercie, je vous dois certains livres qui m'ont bien aidé aussi à comprendre comment la sexualité se construit chez l'être humain. Et ça, c'est déjà peut-être la première chose dont on doit parler avant d'aborder la question de la pornographie, parce que c'est pas comme l'animal. L'animal, il a une sexualité pulsionnelle qui fonctionne en fonction de son instinct de reproduction. Et puis, c'est assez simple. Chez l'être humain, c'est quand même beaucoup plus complexe. Alors, effectivement, Brigitte, vous avez raison. Il faut partir de cette base. Pour les auditeurs, et on va faire un condensé de cette structuration de la sexualité chez les humains. D'abord, il n'y a plus la dépendance qui est organisée. Par exemple, tous les animaux, les mammifères, nous venons des mammifères et des grands primates. Elle est dirigée par des hormones. C'est-à-dire qu'à chaque fois, c'est un flux hormonal qui va, par exemple, montrer les phénomènes d'excitation chez une femelle, qui va provoquer l'érection du mâle, et ça va amener un accouplement. Absolument. Déjà, chez les grands singes, d'où nous venons, par exemple, nous étions proches des chimpanzés, hein, nous venons pas des chimpanzés, nous avons des parents communs. Eh bien, déjà, il n'y a plus totalement cet instinct. C'est-à-dire que nous n'avons pas d'instinct sexuel. Notre sexualité, je le résume en 2 mots, elle est comportementalement apprise. C'est-à-dire qu'on apprend nos comportements en fonction de notre expérience au fil de nos rencontres. Donc deux sexualités humaines, aucune sexualité humaine n'est la même. Toutes sont différentes en fonction des rencontres de chacun. Voilà, et évidemment en fonction de notre famille, hein, dans laquelle on a baigné. Alors ça, c'est un autre aspect, on peut y venir, mais elle est comportementalement apprise, c'est-à-dire qu'on va apprendre des comportements, on va apprendre des façons de faire ou de pas faire, et elle est socialement construite. C'est-à-dire en fonction des images de la société. Ça peut être, c'est vrai qu'en 1950 en France, où il n'y avait aucune image de la sexualité dans les médias ni ailleurs, on n'avait pas la même ouverture sur l'intimité, et d'ailleurs il y avait eu beaucoup de difficultés d'intimité, qu'aujourd'hui où tous les médias parlent de sexualité. Donc il y a d'un côté cette sexualité qui n'est plus apprise, mais qui est construite par notre expérience et par les images de la société, et puis
on va la faire donc en fonction des modèles qui nous sont proposés. C'est-à-dire que, tiens, je reprendrai simplement le terme de pornographie. Savez-vous, Brigitte, quel était le premier pornographe ? Je ne sais pas exactement de quoi vous parlez. J'aurais tendance à répondre Michel. Attendez, son nom m'échappe, zut. Michel Simon. Oui. Elle a été, oui. Le premier grand collectionneur de pornographie. Oui, en tout cas. collectionneur de pornographie, mais je veux dire pornographe au niveau de l'étymologie. Porno, graphein en grec, ça veut dire graphein qui peint ou qui dessine, porné les sujets d'intimité. C'est au 5e siècle, j'ai oublié son nom, mais c'est un peintre qui est connu, qui va, le premier, dessiner de l'intimité, alors qu'aucun peintre ne dessine de l'intimité. Parce que, au début de l'humanité, on invente la pudeur. Et cette ligne de pornographie, c'est-à-dire, va donner aujourd'hui ce qu'il y a par aujourd'hui des films, essentiellement, qui vont être en définitive les modèles, puisque nous avons besoin de modèles. Puisque nous reproduisons quelque chose. Nous n'avons pas de programmation par un instinct. Donc les modèles, aujourd'hui le seul modèle, c'est pas le meilleur sûrement, mais il y en a pas d'autre, c'est le porno, et on va voir, on va en parler, de quelle façon il influe sur nos sexualités, oui, sur la nôtre, sur la vôtre. Sur... Ce qui est important à comprendre, c'est que la pornographie, entre son début, qui est arrivé en même temps que le début du cinéma, dès qu'il y a eu du cinéma, il y a eu des films porno, même si au début ils étaient diffusés dans les bordels et de manière très filmé dans les bordels, oui, bien sûr. C'était assez secret. Mais la pornographie, depuis le début jusqu'à aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle a fait ? Elle a de plus en plus montré des choses, parce qu'il fallait toujours montrer plus que ce que font les citoyens, en quelque sorte. Oui, c'est tout à fait vrai. Et c'est en ça qu'elle sert à la fois de modèle éducatif, si on peut dire, notamment dans les années 70. Et puis aujourd'hui, évidemment, pour montrer des choses que ne font pas monsieur, madame, tout le monde, il faut aller dans les extrêmes. Et c'est en ça que la pornographie devient de plus en plus critiquable pour certains. Et en même temps, moi, c'est un peu le sujet que j'avais envie d'aborder aujourd'hui, parce que je trouve on lui donne un petit peu tous les mots, alors qu'en fait, il me semble que lorsque quelqu'un est à peu près à l'aise dans son identité sexuelle et dans sa sexualité, il va peut-être un peu de temps en temps avoir envie de faire quelque chose qu'il regarde dans un film, mais c'est pas ça qui va dicter sa sexualité, en fait. C'est quand on est soi-même très perturbé ou très mal qu'on va à ce moment-là peut-être prendre comme excuse qu'on a vu dans les films porno. Je pense notamment aux fameux gangbangs qui servent... Voilà, c'est-à-dire qu'il va y avoir des extrêmes, comme vous le dites, mais dans le fond, le porno nous montre ce qu'est l'intimité sexuelle. Il n'y a aucun autre film qui le montre, et à part aller dans des boîtes intimistes, franchement, personne n'a vu de scène, on ne voit pas, les humains ne s'accouplent pas devant d'autres. Absolument. Donc, le porno permet à beaucoup d'avoir une image de cette intimité. Après, on va parler par exemple de la façon dont elle peut aller vers les extrêmes ou non. Mais nous ne sommes pas les mêmes qu'en 1980 par exemple, où on commence à voir des films porno et tout le monde est choqué. Regardez, il y a des gens qui étaient choqués par Emmanuel, un film en 74. Qui n'était pas pornographique d'ailleurs. Il n'était pas pornographique, c'est un film érotique. Aujourd'hui, ça nous paraît très banal. C'est-à-dire que notre regard, notre construction sociale a totalement changé. Et aujourd'hui, la majorité des gens adultes qui ont une sexualité ne sont pas gênés par le porno. La majorité des hommes et femmes. Par contre, ça peut tout à fait gêner certains, et c'est un problème. Par exemple, je parle par exemple pour des femmes qui ont été forcées, il y a quand même énormément de femmes qui ont vécu des violences, parce que c'est pas rare du tout. C'est évident que ça va être très traumatisant, ça peut être très traumatisant parce que ça va rappeler en tout cas leur Par traumatisme. Contre, pour beaucoup d'autres, il faut le dire aussi, c'est pour ça ça doit être utilisé et réfléchi
en parlant également. Mais pour beaucoup d'autres, c'est un intérêt de jouissance parce que ça donne de l'excitation. Et il y a beaucoup de couples, et nous le conseillons même dans des couples que nous voyons en suivi de thérapie, de la sexologie. Et on va leur dire, tiens, est-ce que vous avez essayé quelquefois de trouver de l'excitation par du porno? Alors, ils pourront réfléchir, on peut très bien trouver des scènes qui ne vont pas gêner qui que ce soit. Oui, parce qu'il y a aujourd'hui, il faut aussi le rappeler, il y a pornographie et pornographie. On a quand même beaucoup de pornographies très différentes, des pornographies plus... Allez, on va dire plus soft que d'autres et d'autres plus... D'un autre côté, il faut quelquefois chercher pour trouver des pornographies qui sont extrêmement agressives, parce que très souvent, il y a beaucoup de sites de première intention, je vais dire, dans lesquels ça donne des scènes un petit peu banalisées, c'est toujours la même chose, c'est-à-dire des préparations orales, des pénétrations, effectivement, on peut le critiquer tout à fait, centré autour de la taille du sexe masculin, de la pénétration. Oui, et alors, parce que c'est aussi des fantasmes qui sont recherchés, c'est aussi des éléments qui donnent de l'excitation. Donc, si vous voulez, tout n'est pas... On peut pas juger le porno en une phrase. C'est quelque chose de complexe qui existe. Il faut rappeler simplement que actuellement, c'est 1/3 du volume, du flux Internet mondial, c'est-à-dire que c'est extrêmement utilisé, donc on va essayer de le rationaliser, de pouvoir en parler de façon raisonnable, mais il y a du bon, il y a du mauvais, il y a des gens il faudrait mieux qu'ils ne le regardent pas, et puis il y en a d'autres, si ça les intéresse, pourquoi pas. Et on en parle donc avec vous, bien sûr, sur Sud Radio 0826 300 300, à tout de suite. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. L'influence de la pornographie sur notre sexualité, on en parle avec Philippe Breneau, anthropologue et sexologue. Bonjour Patrick, merci de prendre la parole. Bonjour Brigitte, bonjour Patrick. Donc, je rejoins vraiment ce que vous avez dit en introduction. Forcément, la pornographie a eu une influence sur moi, comme tous ceux qui ont pu en voir, parce que c'est le principe même de la répétition d'images, c'est le principe même de la publicité. Si la publicité a de tels budgets, c'est qu'à force de voir des images et des situations, ça oriente vos désirs et vos façons d'agir. Donc oui, la répétition, à ceci près que la publicité a une vocation à avoir une application post-visionnage, ou d'avoir une démarche après à faire, alors que dans l'intention de la pornographie, je crois que c'est purement masturbatoire, et que la vocation de ceux qui font les films, c'est d'apporter du plaisir à ceux qui les regardent, et pas de se dire est-ce qu'ils vont réutiliser ça dans leur vie de tous les jours, ou est-ce qu'on va leur apprendre quelque chose au travers de ce qu'on va leur montrer. Oui, donc, en même temps, j'aime bien votre comparaison entre la pub et le porno, parce que quelque part, c'est toujours ça suscite toujours un désir. La pub suscite le désir d'acheter la voiture ou la montre ou je ne sais quoi, et la pornographie suscite le désir de faire l'amour peut-être avec sa compagne ou avec une autre, ou avec un autre. Plutôt sur le côté masturbatoire, c'est vraiment fait pour être usé dans l'instant, on va dire. Alors bien sûr, ça peut aider ou développer. Oui, mais il y a quand même des couples qui regardent du porno et qui voient par exemple telle position sexuelle et qui se disent tiens, on va essayer ça. Voyez, donc il y a aussi du mimétisme, du désir mimétique. Oui, je pense que sur moi ça a joué là-dessus, parce que alors j'ai une chance, c'est que j'ai découvert la pornographie à un âge où c'était possible, et en tout cas pas contre-indiqué. J'avais 17 ans lorsque j'ai vu mes premiers films, très peu de temps avant d'avoir mes premières relations sexuelles, donc je n'ai pas eu un effet de pouvoir traumatiser. Mais en règle générale, je pense que Philippe Breneau, vous allez dire la même chose. Les hommes vont commencer à regarder du porno quand ils sont un petit peu stimulés par la testostérone, et en général ils regardent les premières images avant les premiers rapports, et en ce sens c'est pas si mal, parce que ça habitue quand même à voir un corps de femme nue, et ça prépare, si je puis dire, à la rencontre ensuite.
Et par contre, là où c'est totalement différent, c'est que, en effet, je pense que ça a influencé sur mon imagerie et mes fantasmes. Par contre, ça peut interférer, ou assez peu jouer finalement dans ma relation avec les femmes, puisque, je dirais, entre le fantasme pur et faire l'amour avec une personne, on a comme une altérité qui rentre en jeu et qui fait que quelque part, et comme j'étais suffisamment adulte ou âgé pour faire la différence entre ce qu'il y avait à l'écran et ce qui allait être mon expérience sexuelle avec une autre personne, une rencontre, et donc avec quelque chose qui va pas être un objet, d'ailleurs tel que c'est présenté dans un film porno. Mais ça me fait plaisir parce que c'est exactement ce que je disais tout à l'heure dans l'introduction, c'est-à-dire que quand on est à peu près normalement construit, la pornographie ne nous rend pas déviants. Oui, bien sûr. Et l'exemple que vous preniez sur les films violents, il y a beaucoup de gens qui regardent des films de guerre, et pourtant il n'y a pas la queue aujourd'hui pour aller faire la guerre en Ukraine, vous voyez, c'est... Non, on peut pas dire, non. Mais ce que vous disiez, voilà. Patrick, ce que vous dites, c'est aussi, vous insistiez sur le fait, mais surtout pour la masturbation. Oui, c'est vrai que quand on voit pas mal d'études, pour les hommes notamment, c'est en très grande majorité pour la masturbation, parce que d'abord, les hommes ont souvent beaucoup plus d'actes masturbatoires que de rapports sexuels, par exemple dans un couple. Très souvent, ils en ont plusieurs fois par semaine et ils vont avoir 2 ou 3 rapports par semaine. Et que la majorité des hommes ont très peu de fantasmes pour les exciter, c'est-à-dire pour arriver à un niveau d'excitation qui permette la masturbation, alors que le porno va donner très vite une possibilité d'une masturbation rapide, alors que la majorité des femmes vont utiliser des fantasmes et pas le porno pour trouver de l'excitation en elles-mêmes. Et en particulier la littérature ou l'audio. Oui, voilà, absolument, plutôt l'audio. Mais vous savez j'ai une amie l'autre jour qui elle m'a fait sourire parce que j'ai trouvé que c'était assez brillant ce qu'elle disait. Elle disait finalement maintenant la pornographie remplace le bordel. Ah ben oui, d'une certaine façon. Oui. Je veux dire, les hommes qui manquent de rapports sexuels utilisent la masturbation et donc, les femmes aussi. Et donc le porno, alors qu'avant ils allaient au bordel. Oui, bien sûr. J'y ai pas pensé comme ça, mais oui, c'est vrai. C'est pas stupide, non, oui, c'est vrai. Stupide. Patrick, vous êtes toujours à l'antenne, hein, allez-y, je vous en prie. Non, mais c'était très intéressant ce que vous disiez. Oui, et c'est vrai que je pense aussi que moi, en tant qu'homme, je suis assez stimulé par ce qui est visuel. Là où les femmes, j'ai l'impression, peuvent être stimulées aussi par ce qui est visuel, c'est pas interdit, mais aussi d'autres capteurs qui peuvent déclencher des choses assez émotives et qui passent pas que par l'image. Alors oui, bien sûr. On va être très fixé sur l'image. Oui. Je pense qu'il y a 2 raisons. D'abord parce que l'homme est très visuel, hein, même dans sa sexualité avec sa partenaire, il est beaucoup plus visuel que la femme. Et puis ensuite, la femme est moins dans sa pulsion immédiate, donc elle a besoin de faire fonctionner un petit peu son imaginaire et sa fantasmatique pour faire monter son désir. Et c'est pour ça d'ailleurs que exciter une femme par l'oreille avant un rapport, ça marche bien. Hein. C'est une bonne méthode. C'est une méthode, oui, qui fonctionne pas mal. Ça veut bien dire qu'on est très différents et le porno est utilisé très différemment par les hommes et les femmes, en très grande majorité, vous l'avez dit, au monde entier. Par exemple, au monde entier, il y a énormément de misère sexuelle en dehors de l'Occident et le porno est un moyen pour des hommes de trouver de l'excitation, d'arriver à un orgasme alors qu'ils n'ont pas de partenaire. Ça, c'est compliqué parce que c'est vraiment une grande part de l'humanité. Hein, c'est 3/4 de l'humanité, plus même. Mais oui, absolument. Donc, ne critiquons pas trop le porno quand même. Ça a des effets bénéfiques. Merci Patrick, en tout cas, de ce témoignage. Merci beaucoup. Merci, on fait une Patrick, petite pause. On se retrouve pour le Love Conseil. Comment aider un ami qui souffre? Ce sera le Love Conseil du jour. Avec Philippe Breneau, aujourd'hui psychiatre et psychologue, nous parlons de l'influence de la pornographie sur notre sexualité. Vous souhaitez participer à l'émission? Appelez-nous au 0826 300 300. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Brigitte Lahaie, Sud Radio, le Love Conseil. Alors, comment aider un ami qui souffre? On a le sens de l'amitié, hein, Philippe Breneau. Quand on a un ami qui souffre, on a envie de l'aider. Et c'est pas toujours simple. C'est pas facile, non? Non, absolument. Donc, je vais vous proposer quelques attitudes qui sont justes. Tout d'abord, il faut savoir l'écouter sans l'interrompre. C'est déjà pas mal. Oui.
parce que souvent on a envie de réagir trop vite, parce qu'en se confiant à nous, eh bien déjà ça va le soulager. Ensuite, il faut jamais sous-estimer sa douleur, même si ça nous paraît pas très grave. Pour lui, visiblement c'est grave, donc on évite les phrases une de perdue, 10 de retrouvée, hein, c'est mieux. Et puis si vous sentez mal à l'aise, c'est pas grave, hein, simplement faites preuve d'empathie et regardez-le en souriant, essayez d'être un peu plus synchrone avec ses émotions, sa tristesse, sa colère. Triste, évidemment, on essaye de le consoler. S'il est fâché, il faut pas essayer de le calmer, mais il faut juste le laisser un peu exprimer sa colère. Hein. Déjà, quand elle est sortie, ça va Bien mieux. sûr, oui. Troisième point important, pas les conseils, moi à ta place, je ferais. Ou le pire, c'est je te l'avais bien dit. Vous savez, cette phrase terrible. Et puis, soyez vigilants, surtout s'il vous paraît un peu déprimé. Hein. Et puis, en revanche, et ça c'est vraiment important, si la personne sans cesse vous abreuve du même discours plusieurs fois, etc., à ce moment-là, il faut le conseiller d'aller voir quelqu'un dont c'est le métier, parce que accepter qu'un ami se confie à nous, c'est bien, mais quand c'est répétitif, à ce moment-là, ça sert à rien. On ne peut pas être le réceptacle de tous les gens qui souffrent, même si c'est surtout si c'est des amis, parce qu'on risque de ne plus être sur le même plan. Mais quand vous disiez, Brigitte, comment aider un proche qui souffre, c'est si il parle. Mais le nombre de gens qui souffrent et qui ne parlent pas, et comment les inciter à en parler, et quelquefois ça peut amorcer effectivement, Bien parce sûr. que le fait de renvoyer, tu peux aller voir un psychothérapeute, c'est à la fois une facilité, mais je crois que on commence à se confier à des proches. On peut continuer s'il y a besoin avec un professionnel, mais la grande difficulté, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui souffrent et qui ne parlent pas. Ou alors, l'autre écueil, c'est ce que vous dites, il va y avoir une espèce d'accroche permanente, et là, il faut pas non plus. Et ce qu'il faut surtout bien savoir, c'est que souvent, quand un ami souffre et qu'il se met à nous parler, on a un peu l'impression qu'il tourne en boucle et qu'il n'écoute pas réellement le peu de choses qu'on peut éventuellement lui dire. Mais c'est normal, hein, ça fait partie du fonctionnement humain. Les personnes qui n'ont pas réellement encore fait de thérapie, ils ont tendance en effet à avoir un petit vélo dans la tête qui souffre. Ils pédalent, mais c'est vrai que ça n'aboutit pas à grand chose. D'ailleurs, moi j'ai le souvenir quand je faisais du vélo d'avoir souffert beaucoup. Oui, hein, au niveau des cuisses, des testicules, ou ça. Ah, effectivement, il peut y avoir un testicule coincé dans la selle. Aïe. Allez, on continue, on revient sur le sujet du jour, la pornographie, avec Isabelle. Bonjour Isabelle. Bonjour Brigitte, bonjour Philippe. Bonjour Isabelle. Bon, alors Philippe, je suis assez d'accord avec ce que vous avez dit au début, sauf pour la valeur d'exemple, pour la reproduction des images. Alors, je vais revenir sur les sept décennies que je viens de vivre. Alors, effectivement, dans les années 70, on s'éveillait à la sexualité, c'était les années les libérations sexuelles, et peace and love et tout ça, enfin, c'était super. Alors, on allait de l'un à l'autre, enfin, en ce qui me concerne, on éveillait notre sexualité, il n'y avait pas de porno, on n'avait que nous, quoi. Et puis, alors après, il y a eu le porno, les sites de rencontres, etc., etc. Bon, bref. Alors, j'ai traversé tout ça. Effectivement, quand je suis toute seule, évidemment, c'est regarder un film, ça va plus vite et tout, c'est sympa. Maintenant, quand je suis deux, c'est autre chose. Alors, l'image qui me vient, enfin, que j'ai vécu avec un compagnon, alors lui, il était très addict des films. Il avait tous les sites sur son ordinateur et tout, et il voulait regarder les films pendant l'acte, reproduire. Alors moi je lui disais, mais tu sais, les gens là, c'est des acteurs, ils sont payés la plupart du temps. Mais alors ça lui passait au-dessus. Il dit alors on va regarder des sites de comment on appelle ça, comment on appelle ça, les gens qui se filment là, du porno amateur.
Amateurs, les Oui, stades voilà. amateurs. Oui. Alors je dis oui, mais d'accord, mais t'es bien gentil, mais enfin les amateurs déjà se filmer tout ça, c'est un peu déjà. C'est des je sais amateurs pas, éclairés, oui. Oui, déjà, bon, je veux bien, mais il est mignon lui. Et puis ce qui m'a fait, bon, je regardais ça, bon, disons que j'accédais à ces, mais c'était pas plus ni moins. En tout cas, ça vous dérangeait celui pas. qu'on parle le plus. Ça- Oui, ça- ça me c'est- dérangeait pas, mais enfin moyen, quoi. Puis je vous dis, c'est comme la pub sur les frites, vous savez, celui qui en parle le plus et tout ça, etc. Ouais, etc. ouais. Et puis, voilà. Et puis alors, jusqu'au jour où, je sais pas, il m'a fait regarder un truc, ils étaient une douzaine de personnes. Mais alors, vous savez, c'est super parce que ils doivent trier les acteurs, ou je sais pas quoi, ils étaient tous ni trop gros, ni trop... Enfin, ils étaient tous beaux, quoi, en gros. Ils étaient bien, ils étaient magnifiques. Et Le puis, casting il y avait était bon. un grand... Oui, c'était incroyable. Et jusqu'à un moment, il y avait une jeune femme qui avait une ceinture, vous savez, et puis qui avait un god, oui. et puis qui sodomisait un grand noir. Alors là, j'ai pété un câble, je vous en parle pas. Et puis je lui dis, mais qu'est-ce que tu trouves à ça? Il me dit, ah mais c'est esthétique. Ah, je dis, ben d'accord. Bon, ben alors celui-là, au revoir. C'était fini, ça a été terminé, franchement. C'est marrant Et parce vous voyez, que, vous voyez, ce qui est intéressant dans votre témoignage, c'est qu'à un moment donné, vous voyez une image qui peut-être vous a un peu choqué, et là, là, ça suffit, quoi. Et c'est ça qu'il faut aussi quand même entendre, c'est qu'on on a tous nos limites avec la pornographie, et ce qui est peut-être excitant pour quelqu'un va être choquant pour l'autre. Et c'est quand même important de bien communiquer quand on est en couple, justement pour ne pas montrer des images à son partenaire ou sa partenaire. Oui, tout qui à choquerait. fait. Et également, quand vous disiez, vous vous rendiez compte qu'il avait une addiction. Alors, le problème du porno va être dans tout ce qui donne une récompense chez l'humain. Et la récompense, par exemple, c'est la décharge orgasmique. Eh bien, c'est vrai que chez les hommes, où on peut se masturber plusieurs fois dans la journée de façon très courte, eh bien, il va y avoir une addiction possible qui devient très compliquée. Parce qu'à ce moment-là, on est lié à ces images. Et on est Et à dépendant. chaque fois, comme dans une drogue, c'est-à-dire qu'on a besoin d'un petit peu plus, c'est ce qu'on appelle la suétude. Un petit coup de porno me suffit pas, il m'en faut 2, il m'en faut 3, je vais y passer toute la nuit. Et c'est vrai que là, ça devient très compliqué. Je ne crois pas que les addictions soient les plus fréquentes. Nous en soignons, nous en accompagnons. C'est pas extrêmement fréquent qu'il y ait une vraie addiction à la masturbation, par exemple, devant le porno. Bon, ça existe, mais vraiment addiction, c'est qu'ils ne peuvent pas s'en passer. Hein, que c'est le seul moyen de jouir de la chose. Et qu'il y a souffrance. Hein. Et qu'il y a une souffrance, parce qu'ils ne peuvent pas s'en passer. Mais franchement... Oui, non, mais c'est important ce terme de souffrance, hein, parce que s'il y a des hommes qui nous écoutent et qui se masturbent beaucoup, qui regardent beaucoup de porno, s'ils n'en souffrent pas, on n'est pas dans un problème d'addiction. C'est la définition de oui, tout à fait. Alors c'est eux qui en souffrent ou non, mais ça peut être le partenaire. Ah, ça, c'est clair. Parce que c'est vrai que cette addiction va être plus ou moins acceptée, et souvent pas bien acceptée. Aujourd'hui, c'est mieux compris. C'est pas que ce soit accepté. Oui. Parce que même jusqu'à il y a une dizaine d'années, moi je voyais souvent qu'il y a une femme qui téléphonait en disant il y a une urgence, et l'urgence c'est mon mari me trompe avec, et c'était vécu comme une tromperie avec une image, mais c'était pas compris. Maintenant on a quand même beaucoup parlé du porno. La plupart des gens savent que c'est pas des vraies personnes, enfin c'est des images spéculaires, et c'est vécu très différemment. Mais par contre, le lien lorsqu'on est avec un conjoint qui va être avec une addiction, c'est quelque chose de très difficile, et ça va souvent modifier la sexualité du couple, voire l'arrêter. Parce que très souvent, c'est inacceptable pour le partenaire. Ce n'est pas un truc facile. Donc, il y a des extrêmes, il y a c'est pas de la oui, c'est des pathologies, mais il y a aussi, on le disait tout à l'heure, il y a une marge éducative.
relative. Si le porno, et le porno doit toujours être, et notamment on en parlera peut-être avec quelqu'un d'autre un peu plus loin dans l'émission, notamment chez les adolescents, c'est important qu'il y ait des paroles sur ces images, parce que si on est livré à soi-même alors qu'on ne connaît rien de la sexualité, je me souviens avoir vu les cas les plus extraordinaires, c'est pas parmi mes patients, ça a été dans des émissions de télé où ils avaient trouvé des cas cliniques que l'on ne verrait pas. Oui, mais là, on est toujours dans le spectaculaire. Oui, mais je me souviens avoir vu un gamin qui était addict au porno alors qu'il n'avait jamais eu même de relation intime, même amoureuse. C'est quelque chose de très hallucinant qui existe parfois, et c'est vrai qu'en cela, ce n'est pas une bonne chose, mais c'est très difficile de généraliser. Isabelle, vous voulez ajouter quelque chose peut-être ? Oui, non, en fait, je vais terminer en disant que ce que je vous disais au début, dans les années 70, et que je disais que c'était délicieux vous savez, de laisser monter le désir, tout ça. Eh bien, écoutez-moi, maintenant, au bout de tout ce temps, je trouve délicieux de revenir à mes premières amours et de laisser monter ces envies quand je fais des rencontres, et vous voyez, pas besoin de film et d'avoir juste nos corps et notre envie, voilà. Eh bien, écoutez... c'est la sagesse, Isabelle. C'est bien. Merci à vous. On revient toujours à la source, c'est bien connu. Allez, on fait une petite pause, on se retrouve dans un instant avec vous, bien sûr, sur Sud Radio. Vous voulez parler à Brigitte Lahaie, 0826 300 300. Cam4.fr, le plus grand site de webcam live réservé aux adultes. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Philippe Bruno est avec nous et nous évoquons donc l'influence de la pornographie sur notre sexualité. Et on vous invite évidemment à nous raconter quelle influence elle a eue. Et c'est avec Elisa que l'on continue. Bonjour Elisa. Bonjour. Bonjour Elisa. Bonjour. Donc vous, ça a eu plutôt une mauvaise influence, je crois, hein, c'est bien ça ? Non, pas forcément. Ah bon Désolée. J'ai grandi avec, voilà, parce que c'est sûr que j'ai connu l'arrivée des téléphones portables, d'Internet. Oui. C'est vrai que quand j'étais très jeune, c'était le début du porno, et je me rappelle que c'est vrai que les jeunes, surtout les garçons au collège, c'était tout nouveau, donc c'est vrai que ça avait une influence un petit peu spéciale. C'est-à-dire, quand vous aviez quel âge quand vous avez commencé à voir du porno au collège? Moi, j'en regardais pas, mais j'étais en 6e, je devais avoir 11 ans, et les garçons en regardaient. Après, c'est vrai que ça les rendait... merci de ce témoignage, parce que c'était un peu la mode, quoi. Vraiment, c'était le début. C'est pour ça qu'il faut vraiment insister pour que l'éducation à l'affectif et à la sexualité soit faite, parce que ça permet de préparer et d'éviter justement ce que peut être le traumatisme, parce que heureusement que vous n'en avez pas vu, mais voir du porno à 11 ans quand on est une jeune fille, c'est pas forcément bénéfique. Quand on est pas... les garçons regardaient entre eux, c'était quand ils séchaient les coups. Moi j'allais dans un lycée, j'étais à Paris, dans un lycée de quartier, et c'est vrai que les garçons entre eux, ils en consommaient pas mal. Donc ça leur donnait des idées un petit peu de la vie de couple et du sexe en général, qui étaient un peu curieuses. Mais je pense que les mentalités ont quand même évolué. Il y a beaucoup plus de prévention. Maintenant, les parents sont préparés. Et je pense que ça a quand même changé maintenant. C'est plus comme avant, je pense. Alors quand vous dites maintenant et avant, on n'a pas compris. C'était quelles années, par exemple? Après, moi, j'ai pas d'enfant de 11 ans. Donc je sais pas trop quelle est l'approche maintenant des collégiens. Et quand vous aviez 13 ans, 14 ans, là, vous disiez, c'était en quelle année? En 2000? En 2000, oui, vers les années 2000. D'accord, oui, c'est vrai que c'était le début des moyens nouveaux de communication, ça c'est vrai. Mais ce que vous racontez aussi est intéressant. Ça montre que le porno remplit à peu près la fonction des bordels autrefois, à 2 ou 3 générations. C'est-à-dire que c'est une sorte d'initiation. Il y a ceux qui ont connu ou non le sexe. Pareil, quand nous avons nos arrière-grands-pères, par exemple, qui allaient au porno, qui allaient au bordel lors des permissions du service militaire. Et c'était un truc où, en définitive, on disait, mais j'ai pu avoir une sexualité. Et là,
c'est un petit peu pareil, c'est-à-dire que c'est une sorte de, c'est pas une initiation parce qu'elle est, mais ça sert un petit peu de rite de passage. Je suis parmi ceux qui ont déjà vu du sexe. Voilà, il y a quelque chose comme ça. Et la nouveauté aussi, quand on regarde beaucoup d'études qui sont faites, c'est que maintenant, une part des filles sont conviées, c'est pas que les mecs entre eux, il y a des groupes mixtes, et ça c'est une grande évolution, je crois. Depuis 20 ans, le nombre de femmes qui regardent, ou de nombre de jeunes filles qui regardent, augmente régulièrement. Hein, mais je pense que c'est plus en solitaire, les filles ont découvert, enfin moi à mon époque, ça dépend. On a découvert plus tard. Et après, après c'est sûr que c'est peut-être pas, peut-être qu'aujourd'hui maintenant je pense que la parole est beaucoup plus libérée. On voit que les pourcentages sont complètement différents au niveau de tout. Mais vous, est-ce que il y a une parité vous en quoi justement d'avoir vu du porno, ça fait évoluer en bien ou en mal votre sexualité? Moi, j'ai toujours été consommatrice. Après, autour de moi, tous les gens que je connais sont consommateurs de porno. J'ai jamais connu que ce soit fille ou garçon, quelqu'un qui ne consommait pas de porno. Voilà, après il y en a certains qui sont plus consommateurs que d'autres, peut-être, qui en parlent plus. C'est souvent ceux qui ont une activité sexuelle, enfin qui ont du mal à se mettre en couple, C'est drôle quand vous dites consommateur, là vous l'utilisez, c'est vraiment comme si on disait consommateur de shit ou de drogue. C'est vrai, c'est comme une drogue. Voilà, addictif, mais quand vous dites consommateur, ça veut dire quoi? Au moins une fois par semaine, plus je pense que ça dépend de la situation. Par exemple, un homme seul qui n'a jamais... Moi, par exemple, je connais quelqu'un qui n'a jamais eu de copine. On l'a jamais vu en couple. Comme il vit seul, il peut consommer, je pense, tout le temps, tous les soirs. Quelqu'un qui a une vie de famille avec des enfants... qui a de la famille chez lui, tout ça, il peut pas consommer comme quelqu'un qui vit seul en autarcie totale. Donc c'est limité. Mal à avoir une vie sociale. C'est limité par les proches en fait, par la famille. Le célibataire, il fait ce qu'il veut. Voilà, je pense que si. Oui, c'est quelque chose d'intime, je pense. Donc quand on a une vie assez prenante, là par exemple, moi j'ai un petit bébé. Maintenant j'ai une vie de couple, j'ai un compagnon, je consomme presque plus de porno, quoi. Alors que avant, j'étais seule et je consommais quand même. Enfin, j'en regardais régulièrement. Et mon compagnon actuel également, il était seul, il en consommait aussi. Mais c'est intéressant parce que vous devez avoir à peu près 35 ans, j'imagine, dans ce que vous dites, Elisa. C'est un discours qu'on n'aurait pas pu entendre au début des années 2000 de la part d'une femme. Donc on voit bien que les femmes se libèrent beaucoup et à tous les niveaux, oui. Et alors après, est-ce que c'est grâce au porno ou est-ce que c'est parce que les femmes se libèrent qu'elles regardent du porno? Moi, j'ai pas d'avis non plus là-dessus. C'est certainement un peu. Parce que la société a changé et vous dites bien. La société change quand même, oui. Oui, c'est vrai. Mais vous dites bien aussi que vous en consommiez, mais en définitive, on n'a pas l'impression que vous avez jamais été gêné. Vous l'avez peut-être été au début. Quand j'étais jeune, oui, c'était quelque chose, on en parlait. Enfin, moi, j'en parlais pas, mais c'est vrai que maintenant, il y en a tellement partout que maintenant, tout le monde en parle. La parole est beaucoup plus libérée, quoi. Je trouve qu'autour de moi, en tout cas, les gens de ma génération, la parole est beaucoup plus libérée. Voilà. Oui, dans votre génération, c'est une génération pour qui le porno a fait partie de son... fait partie du quotidien, en fait, du coup, on n'a aucune gêne. Oui, en tout cas, de son éducation sexuelle. À ce moment-là, il y a une image... On parle de nos expériences, de ce qu'on fait, entre copines, voilà. Alors, c'est plutôt entre copines et peut-être pas entre groupes c'est entre amis que vous parlez d'intimité. On sait que les femmes parlent beaucoup de sexe entre elles. Ouais. Plus que les hommes. Nous qu'avec des garçons, ça c'est sûr. Et très peu les garçons entre eux. Non, les garçons entre eux, ils parlent de leurs exploits, du nombre de filles qu'ils ont pu séduire. C'est pas tout à fait le même discours. Mais entre filles, oui, ça parle assez facilement de sexualité, et c'est très bien d'ailleurs. C'est très intéressant ce que vous dites. C'est vrai qu'on échange beaucoup entre filles, voilà, de nos expériences, et comme ça aussi on se sent moins seul de savoir que d'autres personnes ont vécu les mêmes choses, les mêmes
Et vous avez eu une éducation à la sexualité au lycée, à l'école? Aucune hein, quand même. Oui, un petit peu à l'école, mais en famille, pas du tout, non. En famille, non. À l'école, un petit peu, on nous a appris, oui, par rapport aux maladies, tout ça. On a eu quelqu'un qui était venu nous montrer comment mettre un préservatif sur une banane. Ouais. Et que voilà, il y a eu de la prévention, mais c'était comme pour le tabac, quoi, en fait. C'était quelque chose d'assez. C'est contre les dangers de la sexualité. Et par contre, lorsque vous dites on a eu quelques cours, c'était une seule fois ou plusieurs fois? Oui, non, une seule fois. Une seule fois dans toute la scolarité. Oui, c'est là où on voit qu'il y a des progrès à faire aussi, parce que. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'éducation à la sexualité. Mais non. C'est dommage parce que, parce que dans certaines familles c'est tabou, et du coup, surtout les filles sont très préservées dans le cercle familial plus que les garçons. Oui. Et du coup, parfois, moi, je sais que quand j'étais jeune, je suis partie très jeune de chez moi. Et c'est vrai que quand une fille seule part de chez elle, elle se casse la gueule, parce que c'est vrai qu'elle connaît rien à la sexualité, à la vie de couple, aux dangers que ça peut emmener. Votre première fois, ça reste un bon ou un mauvais souvenir? Un mauvais souvenir. Ouais, c'est ça, oui, bien sûr. Comme beaucoup de jeunes filles, justement, parce que pas préparées, et donc on se jette un peu dans la gueule du loup, si je puis dire. Oui. Et est-ce que vous pouvez pas dire que le porno, d'une certaine façon, vous a peut-être plus aidé que la seule séance d'éducation sexuelle? Il y a quelque chose de l'éducation à la sexualité qui va se faire. Ah oui, c'est sûr. Ça nous apprend pas mal de choses. Et à travers les interactions que vous avez avec, par rapport à ça, avec vos amis, avec vos partenaires, lorsque vous en parlez, c'est ça? Oui. Parce qu'on peut très bien regarder quelque chose qui déplaît, mais ça permet d'en parler en disant ouais, ça c'est un peu exagéré, ça me plaît, ça me plaît pas, ça me plaît. Ouais. Bon, c'est sûr que il y a des choses qu'on apprend. Il y a des choses qu'on apprend avec le porno. On voit ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas. Après, on peut essayer des choses aussi qu'on a vues, mais qui vont peut-être pas forcément nous plaire après. Bien sûr. Oui, c'est une école parce qu'il y a. Alors c'est une école parce qu'il n'y en a pas d'autres. C'est ça le problème. Il y a vraiment pas d'école et il n'y a pas d'éducation vraie à la sexualité. Oui, et puis on sait jamais trop sur quoi on va tomber, sur quoi vont tomber les ados. C'est toujours pareil. Il y a, comme je le disais tout à l'heure, il y a pornographie et pornographie. Il y a des images qui sont très, j'allais dire, éducatives. Il y en a d'autres qui sont très excitantes. Il y en a qui sont peut-être choquantes. Enfin, il y a encore une fois, il y a de tout. Et en fait, la difficulté, c'est la période adolescente. C'est une période où on est en mutation, où on ne sait pas tellement quelle est notre identité, quelquefois l'orientation. Donc on est dans des, il n'y a pas les repères qu'il faut. C'est là qu'il y a besoin de parole. Parce que d'où la nécessité d'une éducation sérieuse à l'école. Mais on avance, on avance. Un peu. Le projet qui a été lancé par le gouvernement est plutôt bien. Si ça se fait. Si ça se fait, oui, mais enfin, écoutez, au moins le projet est bon. Le projet précédent je crois que c'était Ségolène Royal, c'était il y a 20 ans, n'a jamais été, ça instaure une séance au moins tous les ans. Depuis la maternelle jusqu'en terminale, ça s'est jamais fait. Non, c'est vrai. Mais il faut trouver, comme on le disait récemment encore, je ne sais plus avec qui, il faut encore trouver des personnes capables de donner ces informations. Et c'est vrai que c'est pas simple. Ou alors il y a des personnes militantes. Il faut vous dévouer, Philippe Bruno. Il y a des personnes militantes, soit en plus, soit en moins. Ou chacun des gens... y va de sa subjectivité. Oui, bien sûr. Merci beaucoup, Elisa, en tout cas. Je vous propose une petite devinette avant les infos, Philippe Bruno. Quelle est la différence entre jeunesse et vieillesse? Oh là là. Est-ce que la pornographie a une influence sur votre sexualité? Philippe Bruno est notre invité aujourd'hui. Il répond à vos questions. Venez participer à l'émission et appelez-nous 0826 300 300. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Philippe Bruno est avec nous, anthropologue et sexologue. Et je rappelle également que vous êtes l'auteur de cette incroyable histoire du sexe en bande dessinée aux éditions Les Arènes, dans lequel vous montrez bien l'évolution de la sexualité depuis l'origine de l'humanité. Et
Est-ce que ça va encore bouger? Est-ce que les nouvelles technologies vont apporter quelque chose? Est-ce que l'IA va modifier la sexualité? Alors je ne sais pas l'IA parce que j'y comprends pas grand-chose en dehors de la génération de textes. Mais oui, bien sûr, des tas de choses vont être différentes. En tout cas, on parle de robots qui seront peut-être les prochains. Pourquoi pas Bon, remarquez, pourquoi pas. Bon, après, du moment qu'on reste libre quand même de pouvoir aller vers un véritable humain, ça me va. Voilà. Alors, quelle est la différence entre jeunesse et vieillesse? Vous avez réfléchi un petit peu, non? Oui, mais il doit y avoir un jeu de mots que je ne... Alors, on peut penser, s'il s'agit de sexualité, c'est vrai que c'est pas la même chose dans la jeunesse et la vieillesse. Je pourrais même pas raconter des choses qui me viennent à l'esprit et qui sont un petit peu trop réalistes. Non, je ne sais pas. Bon, eh ben c'est simple. Le jeune a 4 membres souples et un raide. Le vieux a 4 membres raides et un souple. Voilà. C'est excellent. C'est assez joli. Hein. Oui. C'est très imagé en tout cas. Victoria, bonjour. Bonjour Brigitte, bonjour Philippe. Bonjour Victoria. Alors, votre émission elle est passionnante. Merci encore. C'est formidable de pouvoir parler de tous ces sujets qui sont quand même tabous dans la société actuelle. Alors, encore tabou entre guillemets, parce que de ce que j'ai entendu de l'auditrice juste avant moi, qui expliquait qu'elle était très libérée. Alors moi, j'ai 20 ans pile poil de plus qu'elle. J'ai 55 ans et pour moi, la pornographie, ça a toujours été quand même quelque chose d'assez tabou et sale, entre guillemets, je parle. Après, là, aujourd'hui, avec beaucoup de recul, je n'ai pas vraiment consommé beaucoup de pornographie, un petit peu, voilà, quand j'étais jeune. On a essayé avec mon époux d'en consommer un peu et en fait, ça n'a pas du tout fonctionné. On était plutôt gênés qu'autre chose. Donc là, c'est là qu'on voit le problème de génération, entre guillemets, par rapport à l'auditrice précédente. Et par contre... moi, je voulais juste rappeler un événement qui a certainement beaucoup aidé à ce que la pornographie soit plus noble, c'est les fameux Hot d'or en France. Ah oui. Et c'est vrai que c'était un moment festif au Festival de Cannes. Tous les médias, du coup, pouvaient en parler. Il y a eu les années porno, entre 88 et 95, 2000. Et ça a rendu... On a invité, je parle pas de moi là, en l'occurrence, mais on a invité toutes les stars des films porno, Julia Chanel, Tabata Cash, etc., etc. Et je pense que ça explique, parce que en effet les 20 ans de différence qu'il y a entre vous et Elisa, on voit bien, vous êtes arrivé, je veux dire, vous n'aviez pas 20 ans dans ces années-là, c'était avant. Oui, bien sûr. Voilà. Alors, en fait, moi, ce qui me saute... Alors, moi, je suis directement concernée par la pornographie dans ma vie, entre guillemets, par l'intermédiaire de mes filles, bien sûr, notamment la plus jeune. Et la plus jeune, elle, a eu peur, en fait, de la pornographie, entre guillemets, des images que ça pouvait donner. Et du coup, elle a fui les garçons. Très longtemps, elle s'est réfugiée dans l'homosexualité un petit bout de temps. Le temps d'être plus à l'aise, il semblerait. Enfin, en tout cas, c'est comme ça qu'elle l'explique. Et maintenant, elle est avec des garçons, mais toute la période 13, 14, 15, 16, elle avait vraiment peur des garçons. Je dois le dire. En plus, les images qui circulaient parce que les garçons, ils se font eux-mêmes leur pornographie. Et puis ce qu'ils ont surtout, c'est à ces âges-là d'assez cons, il faut bien le dire, c'est qu'ils aiment bien donner des mots crus, des mots un peu, voire un peu choquer les filles de leur âge avec des mots très très crus. Oui, bien sûr. Et on peut comprendre que si votre fille était un peu plus romantique, elle ait eu envie de fuir ce genre de... Et puis elle a peut-être eu aussi des premières images du porno qui n'ont pas été... moi j'aime bien, elles n'ont pas peut-être été accompagnées de paroles, parce que le porno peut être blessant. C'est pas obligatoire. Ça peut l'être intentionnellement. On voit dans la cour de classe, on va présenter dans la cour de récréation, il y a souvent de façon brutale une personne qui est fragile, à qui on présente une image qui va choquer. Mais c'est vrai que si c'est très accompagné de paroles et qu'on peut raconter que c'est pas forcément la sexualité vraie, mais qu'on puisse en parler, c'est reçu différemment. Peut-être qu'elle a dû être choquée par quelque chose. Exactement. Et
comme vous dites, l'homosexualité, c'est ce qu'on appelle une homosexualité de compensation. C'est-à-dire qu'en fait, les hommes rappelaient trop quelque chose de blessant. Et elle se sentait beaucoup plus tranquille avec quelqu'un homonyme, qui allait vivre les mêmes choses, qui allait pouvoir mieux correspondre. Et comme puisqu'elle est en train de vous dire, tiens, mais en fait, je suis plutôt hétéro, et maintenant, je peux aller tranquillement vers les garçons. C'est possible. C'est exactement ça qui s'est passé en réalité. Alors après, il y a aussi quelque chose qui me choque, et je voulais rebondir là-dessus, Brigitte, si vous me permettez. Mais bien sûr. Quand on parle, tout à l'heure, Philippe, vous avez dit que le porno pouvait être aussi une école, entre guillemets, hein, on est d'accord? Oui, bien sûr. Vous avez employé ce mot-là, ou un parcours initiatique, pourquoi pas. Alors moi, je suis un peu choquée quand j'entends ça, entre guillemets, parce que je me dis, est-ce qu'on a vraiment besoin d'apprendre à avoir des rapports sexuels? Mais bien sûr. Et je peux vous dire... Ça, c'est une question que je me pose. Alors c'est très intéressant ce que vous dites. Là, ce que je vais vous dire, c'est pas ce que je pense, c'est ce que l'on sait. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'instinct sexuel chez les humains. Déjà, chez tous les animaux, il y a des instincts et des pulsions, notamment par les hormones. Déjà, chez les grands singes, il n'y a plus d'instinct et c'est complètement appris. Mais chez eux, quand on regarde par exemple un accouplement chez des grands singes, style chimpanzé, eh bien vous voyez que tous les autres sont autour parce qu'ils sont en train d'apprendre. Le problème de l'humanité, c'est qu'en même temps, au début de l'humanité, on a inventé la pudeur. Ce qui fait qu'en dehors du porno, moi je vois pas de modèle. Alors, nous connaissons, moi je connais beaucoup de cas qu'on a vus, qui n'ont jamais été initiés, qui n'ont jamais vu la moindre image et qui sont très dyspraxiques et qui ont une sexualité très compliquée. Et pour certains hommes, j'ai même vu des hommes n'arrivant même pas à pénétrer. Alors il faut longtemps dans le couple pour comprendre qu'eux croient qu'ils pénètrent, et puis la fille en face elle dit mais non, il n'a jamais pénétré. Mais lui il est persuadé. Est-ce qu'il a fait des mouvements de bassin, aller et retour? Non, mais après, encore une fois, Victoria... non, mais après, Victoria, que ce soit pas forcément la meilleure école d'apprentissage, on est d'accord. Je pense par exemple à ces coïts répétés dans le porno, qui sont toujours un peu les mêmes et qui sont pas forcément ce que les femmes désirent et aiment. Donc on peut critiquer le modèle, mais il est quand même assez nécessaire. Oui, je pense que la sexualité, même s'il y a encore énormément de misère sexuelle, comme le disait Philippe, et je suis d'accord avec ça, la sexualité des Français va quand même mieux qu'il y a 50 ans. Hein. Donc là, vous me laissez entendre que l'homme, tel qu'il est aujourd'hui, il a besoin de voir pour faire. Alors, c'est pas tout à fait comme ça, mais ça en fait partie. Regardez, Victoria, je voudrais vous quelque chose que je raconte même à mes patients, qui est une histoire vraie, parce que ce qui a l'air de vous paraître très curieux, mais vous avez raison, parce que moi-même, quand j'ai commencé ma sexualité, j'en savais rien du tout, je pensais que c'était instinctuel. Tout le monde le pense, ça doit marcher tout seul. Mais oui, mais en partie, mais pas du tout. Regardez, on prend un jeune chimpanzé, ça je le raconte toujours. Vous le prenez à la naissance dans un zoo et on l'élève dans une cage, mais il est isolé des congénères, il voit personne, il est en pleine forme, il est à la puberté, qui est à 6-7 ans, on lui met la plus belle guenon, qui est très excitée puisqu'elle est bourrée d'hormones, elle a, vous savez, un œstrus, et puis elle a ce que Jane Goodall appelle les fesses roses, elle a des grosses callosités qui exciteraient le moindre mâle et qui s'approcherait, et qui lui provoquerait une érection. Lui s'approche, il renifle, il s'accouplera jamais de sa vie. Incroyable. Et par contre, les autres qui sont dans la nature, qui sont avec des femelles, qui vont avoir l'œstrus, c'est-à-dire que nous n'avons plus d'œstrus, c'est-à-dire, c'est la phase de chaleur des animaux, comme chez les chats, les chiens. Non, on met du rouge à lèvres à la place. Et mettez des rouges à lèvres, voilà Brigitte. Incroyable. Eh bien, dans cette phase, les autres qui sont dans ces modèles, et moi je l'ai raconté aussi dans un livre j'avais fait avec un ami qui est anthropologue. Il montrait qu'on avait vu des scènes d'éducation à la sexualité, un chimpanzé qui voit qu'il y a des petits qui sont là, tiens, il le fait rapprocher pour qu'il voit. Alors, je vous dis pas qu'il faut voir
On peut apprendre, mais la plupart du temps, quand on apprend avec quelqu'un qui ne sait pas, on très met souvent, du temps. Hein. Mais oui, parce que par exemple, vous essayez d'apprendre à conduire avec quelqu'un qui ne sait pas conduire, on va dans un mur. C'est-à-dire qu'en fait, il faut qu'il y ait une part d'initiation. Mais comme la cuisine, on apprend à faire la cuisine en regardant sa mère faire la cuisine, Victoria. Et ceux qui n'ont pas eu de mère qui fait la cuisine, ils n'y arrivent pas. C'est passionnant ce que vous dites. Alors après Victoria, vous avez raison. On n'a pas besoin d'apprendre à faire l'amour pour faire des enfants. Il suffit d'un éjaculateur précoce et d'une femme et puis un peu de sperme qui tombe sur le pubis, et ça suffit. Donc vous voyez, c'est pour ça que c'est important de comprendre bien la différence. Pour se reproduire, évidemment qu'on n'a pas besoin d'apprendre à faire l'amour, mais si on veut avoir du plaisir, si on veut que les femmes arrivent à la jouissance, il faut quand même un apprentissage. Bien sûr. Le dernier mot par rapport à cet apprentissage, si on regarde ce qui s'est passé dans les 50-70 dernières années, des années 70-80, de la libération sexuelle à aujourd'hui, en France, qu'est-ce qui a changé? Bon, l'âge de premier rapport qui est plus propre, mais une seule chose a changé de façon importante là, c'est le nombre de partenaires. C'est-à-dire qu'en fait, le nombre de partenaires montre que l'expérience sert à ce que ça fonctionne mieux. Et on le voit parce que toutes les femmes, notamment, qui ont des grandes difficultés de désir ou de plaisir, très souvent n'ont pas d'expérience ni avec elles-mêmes, ni avec un partenaire ou peu. Absolument. Je suis ravie, Victoria, que Philippe vous ait appris quelque chose. Et puis, écoutez, merci de vos questions, parce que ça fait certainement réagir beaucoup de personnes qui écoutent. Merci beaucoup, Victoria. Et je crois que c'est très intéressant. Merci, Victoria. Bel échange. Allez, on fait une petite pause, on se retrouve dans un instant. Pourquoi notre première fois en amour a-t-elle autant d'influence sur le futur et comment améliorer une sexualité qui démarre mal? Nous en parlons demain avec Philippe Arlin, sexologue. Venez témoigner et appelez-nous au 0826 300 300. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. La pornographie, on essaye de comprendre à quoi elle sert et si elle fait avancer la sexualité des Français ou pas, avec Philippe Breneau qui est avec nous. Et bien sûr, vous pouvez questionner Philippe si vous avez envie. Et pour l'instant, nous sommes avec Fleur. Bonjour Fleur. Questionnez Philippe et questionnez Brigitte. Oui, bonjour. Bonjour Fleur. Oui, je suis contente de vous avoir au téléphone parce que ça fait très longtemps que j'écoute votre émission. Oui. Depuis 2002, au boulot. Et quand les collègues arrivaient, je diminuais le volume. Et après, je l'augmentais quand ils se barraient. J'attendais que ça, qu'ils s'en aillent pour que j'écoute. Bah oui. Et puis, après, je vous ai plus entendu. Je pensais que vous aviez arrêté de travailler. Et quand j'ai pu capter votre séquence, j'étais très contente. De me retrouver sur Sud Radio. Oui. Merci. C'est la première fois que vous témoignez, alors? Ah oui. Depuis 2002, je vous écoute. De mon boulot, je vous écoutais. Eh bien, merci de enfin prendre la parole, parce que c'est ce que je dis souvent, hein, c'est bien de m'écouter, mais c'est bien aussi de participer. On peut demander d'ailleurs à toutes les auditrices ou auditeurs, vous pouvez téléphoner quand vous le désirez, et je crois qu'on a besoin des témoignages. Brigitte, moi-même comme intervenant, avec plaisir, oui. On aime vous écouter, bien sûr. Mais il fallait que les choses soient un peu plus claires, que je sache par où commencer. Alors allez-y, commencez Fleur. Alors voilà, c'est que, là vous parlez de la pornographie. Ouais. Et en fait, moi j'ai un passif au niveau sexuel, donc j'avais pas de libido, j'en ai eu qu'à 64 ans. Donc j'ai un passif douloureux. Et alors ce que je faisais, c'est que j'avais repéré une cassette porno, une célèbre actrice américaine, mais qui était très sensuelle. C'était pas le porno classique, quoi. Elle était très sensuelle. Bon, c'était du porno parce qu'elle faisait l'amour avec beaucoup d'hommes, mais c'était surtout très sensuel. Et je me suis retrouvée un peu en elle. Et ça vous excitait donc de regarder cette actrice avoir des relations sexuelles avec des hommes? Oui. D'une certaine manière, à travers elle, vous retrouviez un peu de sexualité. Oui, puis surtout sa sensualité. C'était pas le film porno classique où je voyais pas cette sensualité comme avec cette actrice. Oui, donc ça me confortait un peu. Mais ça a été finalement assez thérapeutique presque, on pourrait dire. Pas totalement, parce que j'ai pas eu de libido quand même. Non, d'accord, mais ça vous a fait du bien. Ça m'a fait du bien, ça m'a fait beaucoup de bien.
beaucoup de bien. Elle ne pourra pas savoir cette actrice le bien qu'elle m'a fait. Et puis, mais c'était toute seule. Un jour, j'ai eu un amoureux qui voulait absolument voir la cassette. Je me suis dit, dans sa tête, il doit penser que c'est le truc classique, quoi. Et moi, je ne voulais pas qu'il prenne ça. C'était à moi. Et donc, vous lui avez montré ou pas? Non, je ne voulais pas. Ah non, c'est à vous. C'est personnel, bien sûr. Oui, moi, c'est cette sensualité débordante de la part de cette actrice qui me confortait. Donc, je gardais ça pour moi. Comment elle s'appelle vous avez... Oh non, malheureusement, elle est morte très jeune, à 33 ans. Et j'ai vu ça seulement en feuilletant un magazine, mais pas érotique ni porno, un truc sérieux. Elle est morte à 33 ans. Je sais pas, peut-être que oui. J'ai plus le nom en tête. Mais j'aimais beaucoup cette actrice. Parce qu'elle m'a beaucoup apporté. Oui. Oui. Mais ce que vous dites, Fleur, c'est un peu moins le cas maintenant, mais il y a eu un star system dans la pornographie. Oui, et il y a des Américaines, en effet, qui étaient magnifiques. Et puis, moi vous me faites penser à quelque chose, Fleur. C'est-à-dire qu'on a tous... Alors, je vais même reprendre le terme de Freud qui parlait des enfants et qui disait les enfants sont des pervers polymorphes. C'est-à-dire qu'ils transgressent tout, ils n'ont pas encore les limites de la morale et ils vont oser faire des choses qu'on va appeler perversion si on veut, mais c'est un petit peu ça. Lorsque on va regarder une scène de porno, eh bien, vous êtes très intéressé, et moi je vais dire autrement, excité, puisqu'on s'arrête sur ceux qui nous excitent le plus, par... moi j'ai entendu deux choses dans votre bouche, cette actrice, beaucoup de partenaires et sensuelle. C'est-à-dire des choses... Et peut-être les deux, mais et la sensualité, c'est-à-dire quelque chose qui s'approche d'un idéal, peu importe. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui, à ce moment-là, vous excite beaucoup. Et je crois que chacun, on va avoir, et on pourrait le dire, moi j'ai des patients qui m'ont raconté, tiens, je ne peux être excité qu'avec telle scène d'un homme qui pénètre de telle façon, très lentement, et une autre personne qui fait ceci ou cela. C'est-à-dire des choses particulières qui fait qu'on va retenir une scène, comme vous dites, une cassette, une séquence qui va être tellement excitante que je ne veux pas l'abandonner, parce que, et c'est ce qui va se passer dans toute la sexualité, dans la masturbation seule, je vais le faire avec un mouvement de telle façon, et ainsi de suite. C'est-à-dire nous sommes obligés de nous attacher à une perversion, entre guillemets, personnelle, qui va donner de l'excitation. Oui, mais ce qui est intéressant, et je crois que c'est quand même très important de le rappeler, ce qui va nous exciter, c'est ce qui va faire écho en nous. Voilà, c'est ça. Et comme moi, j'avais pas de libido, et que je suis quelqu'un quand même de très sensuel. La preuve que si, Fleur, justement. En tout cas, vous avez de la sensualité, puisque ça vous a... Puisque ça vous a... même, je l'avais pas. Et aujourd'hui, elle va mieux, votre libido ? Bah oui, mais elle arrivait très tard. À 64 ans. À 64 ans, vous l'avez dit. Bah, c'est formidable. Vous découvrez ce que c'est que la libido. Écoutez, c'est formidable aussi. Oui, mais c'est tard, hein. C'est tard quand même. Mais quand vous disiez la libido, on l'a vers 13-15 ans, pas à 64 ans. Hein. Et quand vous disiez, par exemple, que cette scène avec cette actrice, vous excitez, c'était bien pour une masturbation, par exemple. Oui, bien sûr. Donc il y avait un orgasme. Donc vous aviez de la libido. Oh, c'était pas vraiment. C'était moins bien qu'aujourd'hui, mais c'était quand même, c'était un éveil. C'est-à-dire oui, que un éveil. J'avais quand même 30 ans quand je regardais cette cassette. Bien sûr, mais je pense que le poids de la charge mentale, de la relation aux autres, freine et vous empêchez de le vivre. Et ce que vous aviez vécu, évidemment, puisque vous en avez vaguement parlé. Écoutez, merci de votre témoignage et puis merci de votre écoute et de votre fidélité depuis si longtemps. Mais si vous écoutiez en 2002, c'est que vous aviez quand même de la libido, Fleur, je peux vous rassurer. On fait une petite pause, on se retrouve pour le sexo-conseil. On va parler des 6 positions essentielles des humains qu'on retrouve évidemment dans la pornographie. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Cam4.fr, le plus grand site de webcam live réservé aux adultes. Brigitte Lahaie, Sud Radio, le sexe au conseil.
Eh bien, Philippe Bruno, on peut, grâce au porno, découvrir des positions qu'on ne connaît pas. Hein. Alors, dans le Kama Sutra, il y en a 64, hein, c'est ça. Et moi, je suis même amusée à sortir un livre avec 69 je croyais que vous vouliez dire essayer de toutes les faire. Moi, je n'ai pas toutes faites. Non. La brouette japonaise, non. Je ne suis plus assez souple pour toutes les faire. Voilà. Et en fait, on sait que dans les couples, en règle générale, ils utilisent 2, 3 maximum, ce qui est très peu. Hein, et je trouve qu'il faut les encourager à en utiliser d'autres. Et c'est le propos un peu de ce Sexo Conseil. En fait, il y a 6 sortes de positions principales. Il y a la femme qui est sur l'homme, hein, qui favorise donc d'ailleurs la stimulation de la zone pubienne et donc du clitoris. Il y a une position où l'homme est au-dessus, hein, qui permet un coït un peu plus prononcé, un peu plus fort. Il y a des positions côte à côte, hein, et donc là, on est pour l'égalité des sexes, en quelque sorte, si on pourrait dire. Il y a les positions par derrière, avec évidemment la fameuse levrette. Hein. Et puis, il y a des positions qu'on va appeler assises ou à genoux, comme le lotus. Et puis, enfin, il y a toutes les positions, j'allais dire, un peu acrobatiques, notamment les positions où on est debout, parce que debout, faire l'amour debout, c'est certes rigolo, mais c'est rarement une position qui permet une sexualité très, très jouissive et très longtemps, hein, parce que c'est assez fatigant. Voilà. Et puis, dans toutes ces positions un peu, on va dire, particulières, il y a dans l'eau, il y a des positions avec des meubles, enfin, il y a toute une... Là, on peut aller dans une variété infinie. Mais finalement, on se rend compte qu'il y a 6 sortes de positions et je conseille un petit peu d'essayer au moins un petit peu les 5 premières, en tout cas, même pourquoi pas debout, quitte à juste pour commencer. Après, de les essayer aussi dans des lieux très différents. Moi, je me rappelle, je parle toujours à mes patientes que mais je veux dire, est-ce que vous avez déjà fait l'amour dans la cuisine? Parce qu'il y a cette très belle chanson de Claude Nougaro qui est rien n'est plus beau que les mains d'une femme dans la farine, rien n'est plus beau que faire l'amour dans la cuisine. Et c'est vrai que on peut varier des positions, mais des lieux qui permettent ces positions. Par exemple, on se voit au milieu de la farine dans la cuisine. Moi, je trouve que c'est quelque chose de magnifique. Ça rappelle les choses qui se passaient dans la grande bouffe, par exemple. Ils font ce type de position. Et oui, il faut varier, tout simplement, d'abord pour se marrer. Mais l'une des grandes difficultés, c'est que beaucoup de couples ne s'amusent pas forcément. Non, c'est plus un enjeu qu'un jeu. Hein, la sexualité. Voilà, il faut avoir envie de jouer. Et moi, je le vois avec les couples en difficulté. Ce sont en majorité des couples qui ne jouent pas trop. Hein, ceux qui jouent, ils ont moins de difficultés. Bien sûr, bien sûr. Mais en tout cas, ça vaut le coup d'essayer un petit peu quelque chose d'autre. Au moins les 6 positions. Les 5 premières. Les 5 premières, et pourquoi pas la 6e, bien sûr. Chris, bonjour. Bonjour Brigitte, bonjour Philippe. Tout d'abord, meilleurs vœux. Merci, vous aussi. Avec plaisir. Brigitte encore cette année, voilà. Alors je vous écoute, la pornographie, tout dépend comment on l'utilise. Alors moi je suis en couple, je suis utilisateur de pornographie. Avec votre compagne ou seul? Seul. D'accord. Oui. Ça peut être aussi avec ma compagne, puisque nous sommes très libres et très libérés. Mais moi je vais revenir sur la pornographie, comment elle est utilisée par les jeunes et l'accès surtout aux jeunes. Oui. Moi je fais partie d'une génération où la pornographie existait déjà. Hein. Moi j'ai 61 ans bientôt. Cependant, il fallait s'habiller, aller en ville et aller dans les cinémas porno. Et là, il y avait des démarches à faire et on nous demandait la carte d'identité et pour de ça, on rentrait ou on rentrait pas. Aujourd'hui, ce qui est dommageable, moi, quand je fais des recherches, parce que je suis très curieux, je m'aperçois que sur Google, avec les moteurs de recherche, très vite, on peut tomber sur des sites pornographiques, on va dire, traditionnels ou classiques. Et on ne vous demande pas la carte d'identité, là. Et voilà, et on ne demande pas la carte d'identité. Cependant, c'est que j'ai entendu des témoignages de jeunes de 11 ans, qu'il y a des choses qui peuvent me choquer. Pourtant, moi, très libre, consommateur de sexe et de pornographie, et je trouve ça très choquant, parce que suivant comment on l'utilise, on peut arriver à des traumatismes. Moi, je suis tombé sur des sites, quand même, pornographiques, zoophiles, accès public.
Alors, il faut savoir qu'il y a une nouvelle loi qui a été votée. Faudrait peut-être vérifier qu'elle soit bien appliquée, qui oblige les sites pornographiques à mettre un accès difficile. Et normalement, les mineurs ne devraient plus pouvoir y avoir accès. Pour le moment, c'est pas le cas en tous les cas. Et je trouve que ça, c'est pour ça que je dis que tout dépend comment on l'utilise. Ça peut être une très belle machine à fantasmes. Et je précise que la zoophilie est interdite par la loi en France. Donc. Je suis bien d'accord avec vous, et c'est pour ça que je me permets d'aller sur ce terrain-là, puisqu'on parle de pornographie. Et je peux vous garantir, et vous pouvez en faire l'expérience, vous rentrez chez vous, vous cherchez pornographie, animaux, et vous tombez sur des sites. Merci. Moi, j'ai pas envie de me faire du mal, franchement. Non, mais c'est pas une question de se faire du mal, c'est une question de curiosité. Oui, et je trouve que ça, c'est pas très normal quand. Oui, bien sûr. Interdit. Mais bien sûr. Voilà. Ça l'est, mais oui, mais Chris, c'est toujours le problème de la de Internet. On sait très bien que c'est très compliqué et on avance, mais c'est compliqué, mais moi je trouve quand même qu'au niveau peut-être pas gouvernemental, mais législatif, on pourrait faire appliquer cela. Il faudrait qu'il y ait des gens qui comme dit Chris, on le trouve facilement, donc il n'y a qu'à les rechercher. Après, c'est peut-être plus compliqué parce que c'est souvent de l'étranger. Oui, c'est des sites qui sont certainement hébergés. Moi, je parle surtout pour nos jeunes. Oui, bien sûr, on est d'accord. Sur la protection de nos, je dis bien nos jeunes. Bien sûr. Je trouve que c'est très important parce que la pornographie, c'est pas la réalité non plus. Non. C'est pas comme ça qu'on aborde une vie amoureuse ou un démarrage de relation quand on est jeune. Mais Chris, c'est pour ça qu'il faut encourager l'éducation à l'affectif et à la sexualité. Le programme que propose le nouveau programme qui est proposé, il est formidable parce que justement ça explique dès leur plus jeune âge que son corps nous appartient, qu'un garçon et une fille c'est pas la même chose et qui c'est qui est capable de le faire, Brigitte? Écoutez, on essaye d'avancer. Soyons positifs. Je l'entends, je suis positif et c'est un enjeu aussi parental. Et aux parents aussi d'en parler, d'amener le sujet sur la table, comme entre guillemets, pour pouvoir justement expliquer certaines choses. Voilà. Et en tant que parent, si on a du mal à en parler, il y a des livres très très éducatifs qui existent. Il y a la bande dessinée de Philippe Bruno. L'incroyable histoire du sexe. Elle n'est pas que éducative, mais elle donne des informations. Et on laisse ces livres dans le salon, et puis les gosses, ils vont mettre un nez dedans. On est d'accord. Oui, mais ça serait bien s'il y avait... Alors, la grande difficulté, ça a été... On a essayé de faire de l'éducation sexuelle depuis les années 1950, mais il y a eu plusieurs programmes. Moi, je me souviens avoir participé à l'un d'entre eux qui m'amenait à aller dans les rectorats. À l'époque, j'habitais Bordeaux et j'allais dans les rectorats de la Vienne, des Charentes. Et former, quelquefois, je mettais 3 jours à former des enseignants très motivés, des gens formidables, à une éducation à la sexualité qui était assez solide. Mais ils étaient une vingtaine sur 10 000 enseignants du rectorat. C'est là que c'est quelque chose de très compliqué. Oui. Il faudrait des formateurs Non mais Philippe Bruno, excusez-moi, ça serait quand même assez simple. Il suffirait de faire quelques petits films éducatifs qu'on diffuserait sur écran dans les lycées, dans les classes, suivant le niveau scolaire. Et puis vous avez raison, parce que moi, c'est quand même pas très compliqué. Ce qu'on dit depuis longtemps, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui sont capables de parler tranquillement. À ce moment-là, le mieux, ça serait par la télé ou un truc comme ça comme TV5 ou un truc comme ça, et que le professeur de SVT peut relayer les questions. Là, il en est capable, mais l'enseignement, ou du moins un corpus, serait fait par un programme qui serait bien défini et qui serait solide, alors que chaque enseignant, c'est pas facile pour eux. Bien sûr. Ou même un petit livre. Ce serait quand même assez. Des petits livres, il y en a. Il y a même par oui, mais qui seraient distribués gratuitement dans Alors, je connais une initiative comme ça avec une de mes élèves à Rennes, et c'est diffusé à tous les étudiants. Alors, ça se fait là plutôt en université, mais en université, c'est presque trop tard. C'est trop tard.
voir, bien sûr, mais on pourrait très bien. Enfin bon, bref, il y aurait des solutions, mais faut-il encore une vraie démarche, une vraie énergie. Et alors, Chris, vous avez regardé votre premier film à quel âge? Alors, je vais vous dire, je ne sais plus. Vous étiez trop jeune. C'était tellement vieux, mais je devais être majeur parce qu'à l'époque, oui, puisqu'il fallait la carte d'identité. Oui. Et on n'avait pas, donc il fallait aller dans les cinémas porno ou voilà, donc les cinémas X. Le cinéma X, où on pouvait voir d'ailleurs certaines personnes. Oui, et puis d'ailleurs, vous aviez, quand vous avez 18 ans, si vous avez 61 ans, oui, il y avait même plus beaucoup de cinéma à votre époque. Hein. Il y en avait peu. Moi, j'étais sur Toulouse, il y en avait très peu. Il n'y en avait plus beaucoup. Oui. C'était relativement glauque en plus. Oui. Donc très vite, vous vous êtes intéressé, vous vous êtes abonné à Canal+, j'imagine, en 85. À l'époque, on avait le Canal+ pirate. Ah bah oui, d'accord. Mais enfin, vous avez regardé le film porno sur Canal+. Voilà, Canal+. Et puis moi, je suis de la génération. Il faut quand même rappeler. Le X du dimanche. Du samedi soir. Voilà. Du samedi soir. Beaucoup de choses. Le X a sauvé Canal+. Ah mais oui. Il faut quand même le foot et le X. Hein, remettons aussi le foot. C'est peut-être un rapport. Mais de toute façon, tout ce qui est pornographie, ça est sec. Non mais au départ, ça ne démarche. En 84, Canal+ ne fonctionne absolument pas. Et en 85, on met le film X et le foot. Et hop, ça décolle. Canal+ a décollé. À l'époque, il y avait 2 ou 3 ardeurs, dont Alban, que vous avez dû connaître, des gens comme ça, quoi. Mais c'était toujours les mêmes qui tournaient. Vous savez, il faut un petit peu de quelques qualités pour être à ardeur, comme vous dites. C'est pas donné à tous les hommes. Mais on est d'accord. Même moi, à une époque, je m'y étais intéressé parce que ça m'aurait pu de faire ça aussi. Eh oui. Voilà. Il faut quand même avoir une capacité à tendre le bras. En grande partie, Chris, le porno, vous servez à quoi? En majorité de la masturbation ou pas forcément? Essentiellement la masturbation. Et puis après aussi, mais sans aussi être curieux de voir ce qui se passe à l'image, sans pouvoir, sans se masturber forcément. Une curiosité, une envie de découvrir plein de choses. Et puis même voir l'évolution des comportements. Les pornos d'aujourd'hui sont pas les mêmes que ceux d'il y a 10 ans, d'il y a 20 ans, d'il y a 30 ou 40 ans. Moi, et même le corps des femmes. Quand vous regardez le porno des années 50, avant la démocratisation du porno, sont des femmes plus rondes, qui ont pas tellement de poitrine d'ailleurs. Avec une toison énorme. Avec la pilosité. Aujourd'hui, tout le monde est lisse. Moi, le premier d'ailleurs. Non, mais sur un plan sociologique, vous avez raison, Chris, sur un plan sociologique, c'est intéressant de regarder l'évolution du porno depuis les frères Lumière jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui, on va droit au but. C'est-à-dire que vous avez des images, par exemple, vous avez 1 minute 34 sur une éjaculation féminine. Il n'y a plus de dialogue dans ça. Il n'y a plus de dialogue. C'est vrai. Il y avait un semblant de dialogue. J'ai perdu ci, on va aller dans le petit scénario. Voilà, il y avait un petit scénario. Aujourd'hui, on va droit au but. Alors c'est quelque chose que je demande à tous mes étudiants parce que moi je dirige les enseignements de sexologie à l'université à Paris. Et tous mes étudiants sont des médecins, des psychologues, des sages-femmes, des kinés, ainsi de suite. Je leur dis allez régulièrement voir les sex shops parce que les sex shops évoluent et c'est pas la même chose. Regardez régulièrement du porno, allez voir, mais il y en a certains qui sont un peu gênés, ça existe, même parmi les sexologues praticiens et étudiants sexologues, mais je leur dis c'est important d'y aller en étant tranquille pour voir tout simplement comment évolue notre intimité. Le porno est le reflet de la société, même si c'est exagéré dans certains comportements. Merci Chris en tout cas d'avoir pris la parole. Merci à vous, oui ça aurait pu durer longtemps, mais bon, il faut laisser la place aux autres. Merci à vous. À un moment, il faut que ça se termine. C'est comme le sexe, Chris. Pour mieux recommencer. On est d'accord. Avec plaisir. À bientôt. Merci. Allez, on fait une petite pause et on va conclure dans un instant. Venez apporter votre témoignage et réagissez à l'émission en appelant dès maintenant le 0826 300 300.
14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Cam4.fr, le plus grand site de webcam live réservé aux adultes. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Philippe Bruneau est avec nous et nous évoquons donc l'influence de la pornographie. Bon, on a plutôt eu des avis positifs, hein. On aurait pu s'attendre à quelques avis négatifs. C'est peut-être le cas de Floriane d'ailleurs. Bonjour Floriane. Bonjour Brigitte, bonjour Philippe. Bonjour Floriane. Moi, je vais faire effectivement un petit peu les rabat-joie, moi. Eh ben, tant mieux, comme ça. Non, mais attendez, il faut qu'on ait de tout, il faut qu'on parle de tout. Enfin, oui. moi, Et puis, c'est pas pour être moralisatrice. Non, bien sûr. Voilà. Honnêtement, moi, c'est pas quelque chose qui m'a attirée. Et j'ai vu ça. Donc, j'ai 40 ans. Il y a 20 ans, quelques fois. Et j'ai trouvé ça assez dégoûtant. Alors que, c'est un de vos invités, Brigitte, qui parle des sexophiles. Moi, pour le coup, j'en suis une. J'avais une sexualité assez ouverte, assez sans tabou, assez jeune en plus, mais ça s'est passé en me construisant avec des images. C'était vraiment, j'ai écouté mon corps, j'ai écouté le corps de mon conjoint et ça se passait bien comme ça, j'avais pas besoin de tout ça. Et ces images-là, elles avaient plutôt tendance à me gêner. Et aujourd'hui, avec le recul de l'âge adulte et maintenant mère d'adolescente, je suis pas sûre que ça soit quelque chose de très positif. Ces images-là, dans les inconscients, à mon avis, ça peut marquer. Moi, ça fait plutôt tendance à me gêner, alors que les pratiques en elles-mêmes, si on en parlait... Oui, mais Floriane, c'est votre droit le plus strict d'aimer faire l'amour, d'être totalement à l'aise dans votre corps et totalement à l'aise avec votre homme. Forcément les images. Et puis pas avoir envie de voir d'autres couples, parce que ça pour vous c'est impudique, donc ça vous gêne, voire même ça peut vous dégoûter d'ailleurs. Oui, voilà. Moi, je pense que c'est votre droit le plus strict, ça vous excite pas, ça vous dégoûte, il faut pas regarder, et puis c'est tout. Est-ce que vous avez oui. Et est-ce que vous avez eu une scène, la première fois que vous avez vu du porno, qui a été un petit peu gênante? Oui, alors c'est vrai que c'est donc il y a une vingtaine d'années, oui, et puis c'est toutes ces scènes de sexe anal, toujours en réalité, avec, je me souviens qu'il filmait en gros plan avec des orifices. Enfin, pour moi, c'était assez choquant. Et par la suite, je trouvais qu'en fait, ma réalité, mon vécu dans mon corps, dans ma vie intime, j'avais l'impression que c'était tout autre chose. Alors que finalement, ça pouvait s'appeler de la même façon. Mais vous n'êtes certainement pas du tout visuel dans votre fonctionnement imaginaire érotique. Je pense que vous êtes quelqu'un qui ressent très très bien tout ce que votre corps ressent. La sensualité. Mais je suis sûre que vous n'avez pas envie de mettre un miroir, par exemple, face à votre lit. Oui. Pas spécialement, c'est vrai que je suis plutôt une tactile, moi. Je suis une tactile, une charnelle. C'est important aussi de bien comprendre que suivant les sens qui sont les plus excitatoires pour nous, on va être à même à être excité par la pornographie ou pas. Si on n'est pas du tout visuel, moi je suis persuadée qu'on va pas du tout avoir envie ni besoin de regarder de la pornographie. C'est pas par hasard que les hommes sont beaucoup plus dans la pornographie parce qu'ils sont que les femmes. Dans la pulsion scopique, bien sûr. Mais je crois aussi beaucoup vous voyez, vous parlez d'une scène de pénétration anale. C'est pas évident à imaginer pour une femme jeune. C'est quelque chose que j'ai vu combien de fois des patientes parlant que c'était blessant. Plus que d'autres choses d'ailleurs. Et c'est vrai que peut-être que quand on commence le porno suivant comment on commence à voir du porno, on peut être choqué, le banaliser un petit peu, et puis ensuite être moins choqué par des images si elles viennent par la suite. Mais là, c'est vrai que c'est pas évident. Je vois ce que vous voulez dire, les multiples orifices. Oui, tout à fait. Oui. Oui. Et ce qui est le plus surprenant, c'est que finalement, moi, mon éducation sentimentale, elle s'est faite plutôt avec des romans, des lectures un peu érotiques, pas pornographiques, mais érotiques. Et là, ça a éveillé une sensualité, donc à 18-20 ans, ça a fait travailler mon imaginaire.
Mais en revanche, c'est vrai que les films, non, ça fait plutôt tendance même à faire l'inverse. Hein. À vous couper, effectivement. Oui, voilà. Et puis en parlant toujours de votre première impression, il y a quand même une règle qu'utilisent les psychanalystes, l'ont bien dit, et notamment dans la littérature romantique, on ne parle pas des orifices. C'est quelque chose qui ne va pas être parlé, c'est suggéré, on peut l'imaginer, mais ce n'est pas parlé. Et là, directement, avec des gros plans, hein, quelquefois un zoom, on vous montre effectivement 2, 3 orifices, oui. C'est compliqué. Non, mais je le comprends bien, et ça peut être très traumatique, hein, tout à fait. Oui, un peu de ça, effectivement. Ouais. Pourtant, je suis vraiment à l'aise dans la vraie vie. Et je suis avec quelqu'un qui est comme moi, mais tous les deux, on est sur la même longueur d'onde, donc ça va bien. On va quand même, on est en fin d'émission, il faut quand même le dire. Il y a des gens qui n'ont absolument pas besoin de regarder de pornographie et qui vont très bien et qui ont une sexualité qui va très très bien. Donc c'est pas un passage obligé non plus. Hein. Tiens, dans notre cas, c'est le cas, en tout cas. Une auditrice jeune nous disait tout à l'heure qu'elle consommait régulièrement, et elle utilisait ce terme. Vous ne consommez peut-être pas du porno de façon régulière? Pas du tout, même, je crois, hein, maintenant, Florane. Moi, jamais. Non, voilà, d'accord. Ça fait 20 ans que j'ai rien vu. Oui, bien sûr. Ou peut-être aperçu par un malheureux hasard d'une fenêtre pop-up qui s'ouvre bien malgré moi. Et non, non. Mais en revanche, ma vie réelle, ce qu'il y a dans la réalité, est riche, en fait. Donc, c'est pas du tout lié à ça. On n'a pas du tout besoin de ça, effectivement. Malgré les 4 enfants et le travail. Il me vient, si vous voulez, la réflexion, la question que me posent pas mal de patients: est-ce normal, docteur? Mais oui, tout est normal. C'est-à-dire que ça peut être normal pour quelqu'un qui est très libre de faire ce qu'il veut. C'est normal de pas regarder du porno. Il faut vraiment pas faire des choses qui choquent. Il faut être tranquille dans sa vie. C'est bien aussi que d'une certaine façon, vous êtes allé voir, et il se trouve que vous êtes tombé spontanément devant quelque chose qui vous a un petit peu blessé. Mais je crois que non, tout est normal. Hein. Il n'y a pas de, il y a pas, sauf dans des comportements très exagérés. Absolument. Merci Floriane de ce témoignage qui est important, aussi, parce que c'est vrai que on a plutôt dit du bien de la pornographie depuis 14 heures, donc c'est bien aussi de dire que c'est pas un passage obligé et chacun fait ce qu'il veut et il n'y a pas de. Alors c'est très vrai qu'avec la présence permanente du porno, parce que même ça arrive alors c'est compliqué parce que c'est des règles de consommation, comme ils ont des moyens de communication importants. Regardez le nombre de spams qui nous arrivent effectivement avec une image pornographique. Moi en plus, comme je fais des recherches pour quelquefois écrire sur la sexualité, il m'arrive des avalanches quelquefois de choses. Donc c'est compliqué. On est dans un monde où des images peuvent venir nous perturber. Après, on peut les mettre de côté, on a des anti-spams, mais je crois que c'est important de rappeler à toutes les auditrices et auditeurs, tout est normal. On peut avoir aimé, et comme disait une très jeune qui est tombée dans le porno parce que c'est assez habituel, je le regarde souvent et c'est agréable, on regarde avec notre compagnon. D'autres peuvent avoir été gênés, laissent de côté. D'autres le font de temps en temps, tout est normal. Il n'y a pas. Et absolument. Voilà. Merci Floriane, merci Philippe Renaud. Je rappelle aussi que vous avez 2 livres sur lesquels vous avez fait une enquête sur la sexualité des hommes et des femmes. Si vous voulez mieux comprendre justement ce qui est normal, n'hésitez pas. Et puis de toute façon, lire Philippe Renaud, c'est toujours plein d'enseignements. Tout de suite, vous retrouvez Alexandre Delevanne pour C'est votre avenir. Demain, on sera avec Philippe Arlin. On va parler de nos premières fois.